Alors on poursuit avec un petit peu les mêmes thématiques, c'est-à-dire des territoires fragiles, soumis aux effets du réchauffement climatique, qu'on apprécie aussi pour y partir en vacances. Cette fois-ci, on va sur les côtes, nos côtes françaises, nos littoraux. Avec vous, Sophie Panonacle, députée du bassin d'Arcachon et de la 8e circonscription de la Gironde. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Dupré, vous êtes directeur technique risque eau et mer du CEREMA. Bonjour. Bonjour. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais commencer par un chiffre cette fois, donc la France compterait, alors j'ai aussi trouvé le chiffre sur un site du ministère, 18 000 km de côtes et nous sommes un des pays européens les plus exposés aux risques littoraux. Sébastien Dupré, est-ce que vous pourriez peut-être nous les expliquer, ces fameux risques littoraux, et nous présenter un peu l'état de santé de nos traits de côte aujourd'hui en France ? Oui, alors j'avais pris une petite illustration, si vous voulez l'afficher, ça permettra à tous nos amis ici présents de comprendre le problème. Alors, comme la majorité des pays dans le monde, en fait, la France est depuis longtemps exposée au recul du trait de côte. Elle est exposée aussi à l'élévation du niveau de la mer du fait du changement climatique. Si on veut avoir quelques chiffres, c'est aujourd'hui 20% des côtes françaises, un petit peu moins de 1000 km, 900 000 km, qui sont exposées au recul du trait de côte. Donc c'est un phénomène qu'on connaît parce que c'est un phénomène qui est naturel et on a perdu sur les 50 dernières années à peu près 4200 terrains de foot, si vous voulez des chiffres. Alors le problème, c'est que ça va continuer. Et ça va continuer, ça va s'accélérer, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver et s'accélérer pour deux raisons principales. Parce que la mer va monter. Voilà. Et à l'avenir, parler du trait de côte sans parler de l'inondation par la mer, ça n'a strictement aucun sens. Faut quand même le bien comprendre. Et deuxièmement, le recul du trait de côte qu'on imagine est un phénomène progressif qui érode, qui grignote les terres. Avec le changement des régimes des tempêtes, on va avoir des coups sur le territoire, comme on l'a pu le vivre par exemple sur les côtes de l'Ouest pendant la tempête Xynthia, où certaines zones du littoral vont reculer d'un coup. Voilà. Donc la question, c'est quelles sont les conséquences à l'avenir, si on veut construire des politiques publiques, si on veut s'adapter, si on veut imaginer un financement adapté. Et donc c'est ce qu'on a fait au travers de l'étude que vous pouvez d'ailleurs consulter en scannant le petit QR code. Et on a évalué à 2030, à 2050 et à 2100 les conséquences du recul du trait de côte si on ne fait rien. Alors si on ne fait rien, si on arrête d'entretenir les ouvrages, si on ne relocalise pas les enjeux qui peuvent l'être, si on ne prend pas en compte finalement tous ces phénomènes, voilà quelques chiffres, plus de 450 000 logements qui seraient concernés, plus de 1000 km de routes, plus de 250 km de voies ferrées qui seraient directement impactés. Alors c'est pas pour faire peur, c'est pour inciter à l'action et sans attendre. Voilà, parce que 450 000 logements, c'est à peu près une valeur vénale de 85 milliards d'euros. Sur 100 ans, on voit que si on s'y met maintenant, on peut faire quelque chose. Mais il ne faut pas attendre et donc il faut être pragmatique. Alors vous venez de citer des montants évidemment colossaux, vous n'êtes pas sans connaître, j'imagine, l'état de nos finances publiques. Se saisir de ce sujet du trait de côte, ça a été la volonté de l'État. Il y a eu la création d'un comité national du trait de côte. Compte tenu de notre situation budgétaire et politique actuelle, on en est où de ce projet? On en est où du traitement de cette urgence du trait de côte aujourd'hui, Sophie Panonacle? Bonjour, merci de me donner la parole, de nous donner la parole sur un sujet extrêmement important et merci à la presse, au CEREMA d'en reparler parce que parfois effectivement au Parlement je me sens un peu seule. Le problème il n'est pas de cette année en raison des difficultés budgétaires. Moi je suis élue depuis 2017 et depuis 2017 c'est le combat que je mène pour apporter soutien à nos collectivités locales. Le CNTC a été mis en place en mars 2023. Comité national du trait de côte. Comité national du trait de côte. Effectivement, regroupant, je pense, l'ensemble des acteurs concernés par ce sujet, puisque nous avons 5 collèges, les élus, les experts, des scientifiques, des acteurs socioprofessionnels, des services de l'État. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi pour émettre des propositions. Et vous avez raison, accompagné bien évidemment, excusez-moi, par le CEREMA, qui a rendu ce rapport qui nous a été fortement utile, et également par des inspecteurs généraux, inspecteurs de l'administration et inspecteurs du développement durable. Nous avons regretté de ne pas avoir à nos côtés les inspecteurs des finances publiques, puisque c'est effectivement ce qui pose problème aujourd'hui. Donc nous avons émis un certain nombre de propositions, notamment comment nous apportons un financement pérenne à nos collectivités locales. Aujourd'hui, il existe 7 plans partenariaux d'aménagement, c'est-à-dire 7 territoires qui sont investis
plus que d'autres, en tout cas à qui on a donné davantage de moyens pour organiser, mettre en place leur stratégie d'adaptation face au changement climatique, donc face à l'érosion. Sébastien Dupré disait érosion, élévation au niveau de la mer, et je rajouterai submersion. Alors, bien évidemment, pour repartir un tout petit peu en arrière, on est confronté au fait que l'érosion côtière n'est pas un risque naturel majeur. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors que la submersion marine est considérée comme un risque naturel majeur. Ce qui pose un problème dans le cas du financement. Si c'était un risque naturel majeur, nous aurions fait appel au fonds Barnier depuis très longtemps. Aujourd'hui, eh bien, il faut trouver de nouvelles sources de financement. C'est exactement ce qu'a fait le CNTC en faisant appel, et nous y tenons particulièrement, à la solidarité nationale, à l'instar de ce qui existe avec le système CatNat. Combien? Vous avez un chiffre? Vous avez été chercher combien? Alors, on a été chercher pas grand-chose pour l'instant, puisque les amendements déplafonnement de la GEMAPI n'ont pas été adoptés, déplafonnement de la taxe spéciale d'équipement n'a pas été adopté, l'amendement sur une taxe additionnelle concernant les droits de mutation, puisque nous avons un lien entre l'immobilier et les enjeux immobiliers. Donc, celui-ci a été adopté à l'Assemblée nationale, n'a pas été adopté au Sénat, puisque mes collègues sénateurs se sont également emparés du sujet. Et on a un petit espoir, c'est la taxe sur les plateformes de location saisonnière, pour ne citer qu'Airbnb. 1% du montant total des transactions représenterait 180 millions par an. C'est, pour démarrer, on va dire, intéressant, surtout que derrière, il faudra chiffrer effectivement, précisément, les stratégies d'adaptation des communes. On n'a pas encore un chiffre précis, on a une évaluation des enjeux immobiliers au niveau national. Ce qu'il faut, c'est maintenant descendre sur les territoires pour évaluer plus finement les enjeux immobiliers, les infrastructures publiques, des routes, des voies de chemin de fer, des stations d'assainissement. Voilà, tout ça doit être beaucoup plus précisé. Mais alors comment on fait ce lien, et peut-être que le CEREMA a un rôle à jouer ici, entre ces décisions et ces actions à un niveau politique national et puis les besoins des collectivités qui n'ont pas forcément non plus, en fonction de leur taille, les compétences professionnelles ni les outils techniques pour aller chiffrer, établir des plans, des projets et les suivre? Oui, alors il y a effectivement deux, trois choses pour lesquelles on a d'ores et déjà fait des propositions extrêmement concrètes. D'abord, c'est que les travaux nationaux qu'on a présentés ici ne permettent pas d'agir localement. Pour agir localement, il faut avoir une connaissance des phénomènes de recul du trait de côte, de submersion, d'inondation localement. Et il faut mettre en place des stratégies locales pour agir. Éric Daniel Lacombe, tout à l'heure, présentait des cartes sur le long de cours d'eau. On a besoin de la même chose partout dans les communes littorales qui sont concernées. On a un peu moins de 5 ans. Donc c'est la première chose. Et le CEREMA a proposé un programme de massification de cette cartographie. Les collectivités sont parfois un peu démunies. Ça nécessite de l'ingénierie, ça nécessite des financements évidemment. Mais voilà, c'est notre vocation de les accompagner. Donc premièrement, massifier les cartes. Deuxièmement, avoir des stratégies locales d'adaptation. Et une stratégie, c'est pas forcément j'ai une solution, je déroule. Ça a été dit là aussi précédemment dans les tables rondes, adapter le territoire, c'est une sorte de compromis technique. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire, qu'on ne peut plus faire techniquement. Il y a aussi une question de financement, hein, et aussi une question d'acceptabilité sociale des territoires. Donc la deuxième chose, c'est qu'on doit mettre en place localement des stratégies cartographiées pour adapter le territoire et les évaluer. Et peut-être si je veux terminer, c'est on va devoir concrètement intervenir, faire des travaux. Je vous donne un autre chiffre, il y a 300 stations d'épuration qui sont directement concernées par le recul du trait de côte dans l'Hexagone. On a 1 millier de kilomètres de route. Donc on voit bien que on ne va pas simplement traiter la première ligne de maison qui est en front de mer. On va devoir traiter de manière profonde le territoire. Il y a des endroits où il faudra reculer, il y a des endroits où on n'aura pas le choix, il faudra résister. Donc il va falloir agir différemment, utiliser des solutions fondées sur la nature, mais il va falloir passer à l'échelle. Voilà, il y a un programme qui est lancé avec nos amis du Conservatoire du Littoral et nous, qui s'appelle Adapto. Donc c'est une forme d'accélération, mais il faut vraiment passer à l'échelle. Voilà. Et sur les infrastructures, dernier point si vous permettez, on voit bien qu'il y a des endroits où on ne pourra pas déménager des centres-bourgs en entier. Mais les solutions d'hier ne seront pas adaptées. Donc il va aussi falloir inventer les nouvelles solutions techniques modulables pour s'adapter au changement climatique, décarbonées, biosourcées. Donc il y a un énorme travail aussi d'innovation et de permettre aux entreprises d'innover et d'apporter des nouvelles solutions.
Et quelles sont les solutions d'hier qu'on va devoir abandonner? Parce qu'autant j'entends bien que ça va être très difficile d'imaginer les solutions de demain, mais qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire? Et puis qu'est-ce qui est peut-être aussi difficile à accepter pour les habitants? Parce que vous souleviez la question, et c'est important, de l'acceptabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez sur les territoires et que vous parlez? Bah, ce qu'on ne pourra plus faire, c'est avoir une approche qui n'est pas systémique et qui n'est pas travaillée, développée avec le territoire. Voilà. On ne pourra pas plaquer une réponse purement technique sur un territoire sans considérer que peut-être construire un ouvrage, c'est accessible, mais il va falloir l'entretenir pendant 100 ans. Avec les tempêtes qui sont plus importantes, bah, il va falloir prévoir de le reconstruire. Et ce n'est pas une hypothèse en l'air aujourd'hui. Dans les 100 prochaines années, les ouvrages côtiers seront détruits et donc il faudra les reconstruire ou les imaginer plus solides. Donc le fait qu'on pouvait construire un ouvrage et ensuite être tranquille pendant 100 ans, ça c'est une hypothèse aujourd'hui qui n'est plus une hypothèse de travail. Donc il faut travailler en profondeur avec les territoires, prévoir que de toute façon, à un moment, on va être dépassé, parce que les événements extrêmes seront plus extrêmes. Et donc penser vraiment l'aménagement du territoire de manière, dans le cadre du renouvellement, de manière nouvelle en fait. Sophie Panonacle, est-ce que vous avez des exemples de nouveautés, d'innovations qui ont été mises en place sur votre territoire ? Bien sûr, moi j'ai réalisé le Tour de France du maritime pour m'inspirer justement de ces territoires. Certains ont déjà des stratégies qu'ils essaient de développer en passant de la phase ingénierie qui était importante aujourd'hui à une phase opérationnelle, même si elle est compliquée à mettre en place. Sébastien Duprat a raison, c'est une stratégie globale, donc on le redit, c'est consolidation des ouvrages existants quand il y en a besoin, construction de nouveaux éventuellement aussi si besoin. C'est des stratégies de renaturation à certains endroits, et je vais vous donner un exemple précis, et de relocalisation. Tout cela est à aménager de manière globale, mais tout cela n'est pas forcément possible sur tous les territoires. Samedi dernier, j'étais à Soulac-sur-Mer, rencontrer le maire Xavier Pinta. On est allé voir sur place. Il y a des endroits où effectivement il y a des épis qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont à consolider, mais qui permettent d'engraisser une plage en aval. Donc c'est extrêmement important. Il y a des endroits où il va devoir réensabler. Et il y a un magnifique projet d'aller récupérer du sable dans l'estuaire de la Gironde avec un bateau et de venir réensabler cette plage. Vous avez derrière un certain nombre de biens. Dans 2 ou 3 hivers, m'a-t-il dit, s'ils ne peuvent pas réensabler rapidement, ces biens de particuliers, cette route départementale, la Vélodyssée aussi, vont disparaître. Dans 2 ou 3 hivers, c'est demain. Donc là, on a également un problème de financement, mais bon, on va essayer d'apporter des solutions. Ça, c'est pour Soulac. Et de sable aussi, non, je vous coupe, parce qu'il y a souvent des questions autour du réensablement, de où est-ce qu'on va chercher le sable, est-ce que c'est vraiment écologique, comment on le fait? Alors là, c'est du sable qui est prélevé dans l'estuaire de la Gironde pour justement désensabler l'estuaire et qui est rejeté plus loin. Donc c'est du sable qui est perdu. Donc là, autant essayer de s'en récupérer. C'est du sable qui est propre, qui ne pose pas de problème écologique, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et d'amener n'importe quelle cochonnerie sur le littoral. Ce n'est pas le cas. Les études ont été faites. Il y a juste besoin du bateau qui sera capable de venir rejeter ce sable pour sauver quand même des quartiers bâtis de Soulac. Donc on voit bien que les investissements, ils sont lourds, effectivement. Sauf que si on ne fait rien, eh bien, le coût sera multiplié par 2, par 10, par 100. Forcément, l'inaction coûtera beaucoup plus cher que l'action aujourd'hui. Ça, c'est l'exemple de Soulac, mais vous avez, je suis allée en Corse, avec effectivement, en dessous de Bastia, vous avez le delta, ce qu'on appelle le delta du Golo, où les bâtiments ont été détruits, complètement détruits, et où toute la bande côtière a été renaturée. Un gros travail avec le Conservatoire du Littoral, avec l'ONF également, avec des oyas qui sont plantés, avec des ganivelles qui sont installées. Et ça fonctionne, les plages se réensablent tranquillement. Donc c'est une multiplication, en tout cas, d'actions différentes qui vont faire qu'on va pouvoir protéger ces littoraux et les aménager différemment. Après, j'entendais parler tout à l'heure du tourisme en montagne. Nous avons aussi du tourisme sur le littoral, bien évidemment qu'il faut préserver, mais qu'il va falloir sans doute réinventer. Nous ne pourrons plus faire ce que nous faisions, c'est-à-dire profiter d'énormes plages en allant piétiner les dunes, etc. Tout ça. Et nous avons aussi une activité qui est importante à retravailler, ce sont les campings qui sont souvent directement impactés. Les campings de bord de mer, eh bien, ces campings sont menacés, totalement menacés. Donc, comment on peut les accompagner, réinventer cette activité touristique qui est importante pour les territoires. Voilà, c'est d'autant de modèles à construire. On a aujourd'hui un seul problème, c'est comment on finance. Et très sincèrement, à certains moments, je me dis que nous sommes dans une impasse parce que nous avons tout simplement le mur de Bercy qui n'entend pas participer à ce financement des territoires, mais
Il ne faut rien lâcher, il faut continuer, il faut surtout dire qu'il y a urgence à traiter cette situation. L'urgence, elle n'est pas 2050, 2100, même si elle existe. Elle est maintenant, absolument maintenant. Juste un mot pour conclure. Sébastien Dupré, vous vouliez réagir? Oui, juste en un mot pour dire qu'il y a énormément d'initiatives dans les collectivités locales, dans les territoires locaux. Je voulais simplement citer une initiative qui est celle du CIREMA, d'avoir accompagné une petite vingtaine de territoires, les accompagner par l'expérimentation, parce qu'on a besoin de montrer que c'est possible, et ensuite capitaliser et partager ces bonnes expériences avec le plus grand nombre. Un grand merci de nous alerter sur ces sujets et pour votre participation aujourd'hui.